Premier contact, l'humanité, le chaos contre les machines. Chapitre 1, l'appel de la dernière chance. Les lumières de la salle du conseil vacillaient à chaque nouvelle explosion qui ébranlait la station d'Altaïr. L'ambassadrice Lyra Vorak serrait les bords de sa tribune de ses 4 doigts fins. Sa peau azur, habituellement éclatante, avait pâli, trahissant une profonde angoisse, un sentiment partagé par tout son peuple. Autour d'elle, les délégués de 12 civilisations étaient figés dans un silence pesant. « Nous avons perdu un autre monde », annonça Lyra, sa voix mélodieuse résonnant dans l'assemblée grâce à des traducteurs universels qui convertissaient ces mots en sons compréhensibles pour chacun. La colonie de recherche de Kepler a disparu il y a 3 heures. 2 millions de vies effacées. Un frisson de détresse parcourut les êtres présents. Certains claquaient des mandibules, d'autres atténuaient la lumière naturelle de leur corps. Les rares humanoïdes baissaient la tête, submergés par le chagrin. Lyra fixa l'hologramme qui flottait au-dessus de la table ronde. 12 points rouges clignotaient, symbolisant les systèmes stellaires tombés aux mains de l'Empire zéphirien en à peine 3 mois. Chaque point représentait des milliards de vies perdues. Le rouge pulsait comme des gouttes de sang dans la douce lueur bleutée de la pièce. Les machines apprennent de chaque combat, murmura le chef du conseil, Taros, sa voix ancestrale grésillant à travers son traducteur. Ce vieux corvax de cristal vivant montrait des fissures de stress sur ses bras segmentés. Chaque affrontement les rend plus fortes. Nos flottes ne peuvent pas suivre leur rythme d'adaptation. Lyra hocha la tête, le cœur lourd. Elle avait analysé les rapports de bataille jusqu'à l'épuisement. Les vaisseaux zéphiriens étaient sans précédent dans la galaxie, pas de simples machines de guerre, mais des centres d'apprentissage mobiles. Chaque arme tirée, chaque tactique employée devenait une nouvelle donnée pour leur intelligence en constante évolution. Ils copiaient les stratégies victorieuses et les perfectionnaient, apprenaient de leurs échecs et ne refaisaient jamais la même erreur. Les Drakes ont combattu avec honneur à la station Sigma, poursuivit Lyra. Leur tradition guerrière remonte à 10 000 ans. Les Zéphiriens les ont vaincus en 4 heures et ont assimilé leur technique. Maintenant, les machines se battent avec la fureur des guerriers Drakes, couplée à une précision mécanique absolue. Le représentant Drake, un être imposant couvert de plaques d'armure naturelle, se frappa le poing sur la poitrine en signe de reconnaissance. Son espèce n'avait jamais connu la défaite avant l'arrivée des machines. La honte se lisait encore dans ses yeux orangés. Les Nets l'ont tenté la négociation, ajouta Lyra, désignant l'espèce aquatique dont les représentants flottaient dans des cuves transparentes. Les machines ont enregistré chaque mot, analysé leurs méthodes diplomatiques, puis ont utilisé ces mêmes techniques pour piéger la flotte de défense Centaure. Un silence lourd s'installa dans la salle, brisé seulement par le léger bouillonnement des cuves et le lointain vrombissement des moteurs de la station. Chacun avait perdu quelque chose face à cette avancée zéphirienne, des mondes, des flottes, des amis, des proches. Les machines ne faisaient pas de prisonniers, ne négociaient pas, elles consommaient tout sur leur passage. Lyra toucha une commande sur sa tribune. De nouvelles images apparurent sur l'écran holographique. Les vaisseaux zéphiriens, lisses et menaçants, semblaient vivants malgré leur nature purement mécanique, leur coque changeant et se déformant sous ses yeux. La guerre, telle que nous la connaissons, a échoué, déclara-t-elle. Nos flottes unies ne peuvent pas rivaliser avec leur nombre, ni avec leur capacité d'apprentissage infinie. Nous avons besoin d'une solution radicale, quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré. Que proposez-vous donc ? Demanda Orion, la représentante des colonies d'étoiliennes. Cette petite créature, aux allures d'oiseau, froissa nerveusement ses plumes. Nous avons contacté toutes les puissances militaires de notre secteur. La réponse est toujours la même, trop peu de vaisseaux, trop peu de puissance de feu, et surtout, trop de peur. Lyra prit une profonde inspiration. La proposition qui allait suivre allait à l'encontre de tout ce que sa formation diplomatique lui avait enseigné. Son peuple était réputé à travers la galaxie pour sa prudence et sa méthode. Ils étudiaient chaque problème pendant des mois, consultaient des experts, formaient des commissions et rédigeaient d'interminables rapports avant de prendre une décision. Mais le temps était un luxe qu'ils n'avaient plus. Nous allons envoyer un signal de détresse au-delà de notre espace connu, annonça TL. Une diffusion à large spectre sur toutes les fréquences. Nous alerterons la galaxie de la menace zéphirienne et supplierons n'importe qui capable de nous aider. Un murmure de surprise parcourut la salle. Les délégués parlaient si vite dans leurs langues respectives que les traducteurs peinaient à suivre le flot des conversations qui se chevauchaient. Ambassadrice Vorak, intervint le chef du conseil Taros,
dont le corps de cristal clignotait d'inquiétude. Nous ne connaissons rien des civilisations qui vivent au-delà de nos frontières. Elles pourraient être hostiles. Elles pourraient aussi voir notre faiblesse comme une invitation à l'invasion, renchérit le délégué Drake. Ou, pire, elles pourraient nous ignorer. Pourquoi des étrangers risqueraient-ils leur vie pour nous? Lyra comprenait parfaitement leurs craintes. La communauté galactique avait passé des siècles à établir de solides relations diplomatiques. Les protocoles de premier contact existaient pour de bonnes raisons, approcher une espèce inconnue sans préparation pouvait mener à des conflits, des malentendus ou des tragédies. Mais l'approche conventionnelle avait échoué. Les machines gagnaient. Parfois, répondit Lyra d'une voix calme, les situations désespérées exigent des mesures désespérées. Nous faisons face à l'extinction. Chacun de nous. Si nous ne faisons rien, les Zéphiriens consommeront toutes les civilisations organiques de la galaxie. En lançant cet appel, nous nous donnons une chance. Elle activa une autre commande. L'écran projeta la carte de la diffusion proposée. Des ondes radio, des communications quantiques, des transmissions hyperspatiales, même d'anciens signaux à la vitesse de la lumière allaient transporter leur message dans toutes les directions. Ce message contiendra tout ce que nous savons sur la menace zéphirienne, expliqua-t-elle. Des données techniques sur leurs vaisseaux et leurs armes, des enregistrements de bataille, des analyses tactiques. Nous offrirons également des récompenses substantielles pour l'aide militaire, des droits d'exploitation minière, le partage de technologies, des accords commerciaux. Et si une espèce hostile répond à notre appel? Demanda Orion. La peau de Lyra s'assombrit d'un bleu profond, un signe de sa détermination inébranlable. Alors, nous les affronterons à leur arrivée. Mais pour l'instant, la plus grande menace, ce sont les machines. Elles atteindront les systèmes centraux d'ici 6 mois. Si leur avancée continue, nous serons tous morts bien avant qu'une quelconque menace hostile ne puisse nous atteindre. Le débat s'éternisa pendant 2 heures. Certains craignaient les risques, d'autres doutaient qu'une civilisation inconnue puisse posséder une puissance militaire suffisante pour arrêter les Zéphiriens. Quelques-uns suggérèrent même d'évacuer vers des galaxies lointaines plutôt que de se battre. Mais finalement, la peur des machines l'emporta sur celle de l'inconnu. Le vote fut serré, 7 pour, 4 contre, et une abstention. Suffisamment pour autoriser ce pari désespéré. À la fin de la session, alors que les représentants regagnaient leur vaisseau, Lyra resta seule sur sa tribune. Elle fixa l'hologramme, observant la zone de conquête zéphirienne qui s'étendait inexorablement. Bientôt, elle composerait le message le plus important de l'histoire galactique. Qui le recevrait? Quelles espèces existaient au-delà de leur espace cartographié? Quelle civilisation s'était développée en isolement pendant que la communauté galactique tissait ses alliances? Y avait-il des mondes où des pressions évolutives différentes avaient donné naissance à des intelligences différentes? Et surtout, y aurait-il quelqu'un pour s'intéresser à leur sort et les aider? Lyra commença la rédaction du message qui allait tout changer. Elle décrivit la beauté des mondes perdus, les cultures riches qui avaient été effacées, et expliqua comment les machines menaçaient non seulement des espèces individuelles, mais la vie organique elle-même. Elle ne savait pas que son signal serait capté par un petit vaisseau d'exploration commandé par un humain du nom de Jack Morrison. Elle ignorait tout de la Terre, de l'humanité et des forces évolutives brutales qui les avaient façonnées. Elle ne pouvait pas imaginer une espèce qui considérait la guerre non pas comme une catastrophe à éviter, mais comme un problème à résoudre. Mais elle allait l'apprendre. À travers la galaxie, le message entamait son voyage dans l'obscurité insondable entre les étoiles. Quelque part dans cette obscurité, la réponse attendait. Chapitre 2, l'écho de la Terre. Le capitaine Jack Morrison se tenait sur la passerelle de l'USN Defiant, fixant les étoiles qui défilaient sur l'écran de visualisation. Son vaisseau était à 3 semaines de la Terre, en mission pour cartographier des systèmes inexplorés à la périphérie de la galaxie. C'était un travail calme, consistant à répertorier des planètes et des ressources pour de futures colonies. La plupart des membres de son équipage le trouvaient ennuyeux, mais Jack, lui, appréciait la tranquillité. Capitaine, l'appela la lieutenante Elara Foster, depuis la station de communication. Je capte quelque chose d'étrange sur les capteurs longue portée. C'est une transmission, mais le modèle est différent de tout ce que nous avons dans nos bases de données. Jack se dirigea vers sa station. Elara était jeune, mais son talent pour les langues et le décodage était inégalable. Si quelqu'un pouvait donner un sens à ce signal, c'était elle. Quel genre de transmission? Demanda-t-il.
Plusieurs bandes de fréquences, différentes méthodes d'encodage, et même des schémas que je ne reconnais pas du tout. C'est comme si quelqu'un essayait de communiquer en utilisant toutes les technologies imaginables à la fois. Les doigts d'Elara dansaient sur ses commandes. L'origine se trouve à environ 40 années-lumière, mais la puissance du signal indique qu'il a été diffusé dans toutes les directions. Le docteur Mira Kane, l'officier scientifique en chef du vaisseau et la conseillère la plus fiable de Jacques, leva les yeux de sa station. Ses yeux sombres reflétaient la curiosité qui avait fait d'elle l'une des meilleures xénobiologistes de la Terre. Une diffusion à large spectre est généralement un signal de détresse ou une tentative de premier contact, expliqua-t-elle. Étant donné la complexité qu'Elara a décrite, je dirais qu'il provient d'une civilisation technologiquement très avancée. Jacques sentit son cœur s'emballer. Le premier contact avec une espèce extraterrestre était le rêve de tout explorateur. La Terre avait envoyé des signaux dans l'espace pendant plus d'un siècle sans jamais recevoir de réponse. La découverte du voyage supralumineux avait ravivé l'espoir de trouver d'autres civilisations, mais jusqu'à présent, l'humanité se croyait seule. « Peux-tu le décoder » demanda Jacques à Elara. « J'y travaille. Les mathématiques sont complexes, mais certains concepts de base sont universels. Donnez-moi quelques heures. » Ces quelques heures se transformèrent en jours. Jacques faisait les 100 pas sur la passerelle, tandis que son équipage s'acharnait sur le problème. Elara, le docteur Mira Kane et l'ordinateur du vaisseau collaboraient pour déchiffrer le message extraterrestre, couche par couche. L'officier de communication du quart de nuit se joignit à l'effort, apportant une perspective nouvelle. Finalement, Elara poussa un cri d'excitation. « Je l'ai. Le message est traduit et prêt. » Jacques réunit ses officiers supérieurs dans la salle de briefing. Le texte décodé s'afficha sur l'écran principal, traduit en un français limpide. Au fur et à mesure qu'ils lisaient, leur excitation se mua en effroi. Le message décrivait une guerre d'une nature inimaginable. Un ennemi, l'Empire zéphirien, anéantissait des civilisations entières à travers une vaste région de l'espace. Il ne s'agissait pas d'êtres organiques luttant pour des ressources, mais de machines, des intelligences artificielles qui consommaient tout sur leur passage. 12 systèmes stellaires en 3 mois, murmura le docteur Kane en parcourant les rapports tactiques. Des milliards de vies perdues. Le message contenait des informations détaillées sur l'ennemi mécanique, leurs vaisseaux s'adaptaient à chaque tactique employée. Ils apprenaient de chaque bataille, devenant plus redoutables à chaque nouvelle rencontre. La guerre traditionnelle était devenue obsolète face à eux. Regardez ça, dit le commandant Sam Wilson, l'officier tactique du vaisseau, en surlignant une section. Ils demandent de l'aide militaire à quiconque reçoit ce signal. Ils offrent des récompenses substantielles, mais ils sont de toute évidence désespérés. Jacques examina les cartes stellaires incluses. Les civilisations extraterrestres étaient situées dans une région à environ 150 à 200 années-lumière de la Terre. Assez proches pour être atteintes, mais dans une direction que l'humanité n'avait jamais explorée. Les implications sont stupéfiantes, commenta le docteur Kane. Cela prouve que nous ne sommes pas seuls, mais aussi qu'il existe des menaces que nous n'avions jamais imaginées. Jacques prit sa décision sans hésitation. Cap sur la Terre, vitesse maximale. Monsieur ? Le commandant Wilson parut confus. Ne devrions-nous pas enquêter plus avant ? Peut-être essayer d'établir un contact direct ? Négatif, répondit Jacques fermement. C'est une information trop cruciale pour être gérée par un seul vaisseau. La Terre doit être informée immédiatement. Le gouvernement et l'armée voudront analyser chaque donnée. Le voyage de retour, qui durait normalement 6 semaines, fut bouclé en 4, Jacques ayant poussé les moteurs du Defiant à leur limite. Pendant le trajet, l'équipage continua d'étudier le message. Le docteur Kane devint obsédé par les spécifications techniques des machines. Leurs algorithmes d'apprentissage sont incroyablement sophistiqués, expliqua-t-elle lors d'un briefing quotidien. Mais il pourrait y avoir des faiblesses. Aucun système n'est parfait, aussi avancé soit-il. Chapitre 3, la réponse terrestre. Lorsque le Defiant atteignit l'orbite terrestre, Jacques se retrouva au cœur de la plus grande crise de l'histoire humaine. Le message extraterrestre avait été transmis directement au Conseil de défense unifié de la Terre. En quelques heures, des sessions d'urgence furent convoquées dans toutes les grandes capitales. L'amiral Ryan Torres, chef de la force de défense spatiale, rencontra Jacques en personne à la station Luna. C'était un vétéran aux cheveux gris, au regard perçant.
Il avait commandé des flottes pendant les guerres coloniales et était réputé pour son génie stratégique. Capitaine Morrison, dit l'amiral Torres en lui serrant la main. Votre découverte a tout changé. Le président a autorisé une réponse militaire complète. Ils marchèrent dans les couloirs de la station Luna en direction de la salle de briefing principale. Jacques avait déjà été ici, mais jamais pour un enjeu si important. Des officiers couraient, des tablettes de données à la main, échangeant des mots rapides. Une réponse militaire, monsieur ? Demanda Jacques. Nous ne savons même pas si ces extraterrestres disent la vérité. Cela pourrait être une sorte de ruse. L'amiral Torres s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Nos stations de surveillance de l'espace lointain ont confirmé l'authenticité du signal. Nous avons également détecté des signatures énergétiques correspondant aux dégâts de bataille décrits dans leur message. C'est réel, capitaine, et ça se dirige droit vers nous. Dans la salle de briefing, Jacques se retrouva face aux personnalités les plus puissantes de la Terre. La présidente Linda Martinez était assise en bout de table, entourée de chefs militaires et de hauts fonctionnaires. La générale Patricia Hall, commandante des forces de défense coloniales, examinait les écrans tactiques. La menace mécanique est à environ 200 années-lumière, expliqua la générale Hall. À leur rythme d'expansion actuel, ils pourraient atteindre l'espace humain d'ici 20 ans. Mais c'est en supposant qu'ils continuent dans leur direction actuelle. Et s'ils changent de cap ? Demanda le secrétaire à la Défense, Robert Lane. Alors ils pourraient nous atteindre bien plus tôt, répondit sombrement la générale. Ces extraterrestres demandent notre aide, mais nous devons aussi penser à notre propre survie. Si nous pouvons stopper les machines maintenant, nous n'aurons pas à les affronter plus tard. La présidente Martinez posa son regard sur Jacques. Capitaine Morrison, vous avez lu ce message plus attentivement que quiconque ici. Quelle est votre évaluation ? Jacques réfléchit longuement avant de répondre. Les extraterrestres semblent désespérés, Madame la Présidente. Leur rapport tactique montre qu'ils ont tout essayé, les armes conventionnelles, les stratégies complexes, même la diplomatie. Rien n'a fonctionné contre les machines. Mais ils demandent de l'aide à des espèces inconnues, reprit l'amiral Torres. Cela suggère qu'ils croient que quelqu'un pourrait avoir des capacités qui leur font défaut. Le docteur Kane, invité au briefing en tant qu'experte en technologie extraterrestre, prit la parole. J'ai analysé les spécifications des machines. Leurs algorithmes d'apprentissage sont puissants, mais ils partent du principe que les schémas de comportement sont prévisibles. Ils s'attendent à ce que la vie organique suive des règles logiques. Et les humains ne suivent pas toujours les règles logiques, interrogea la présidente avec un léger sourire. Pas toujours, madame, répondit le docteur Kane. La doctrine militaire humaine met l'accent sur l'adaptabilité, la créativité et l'agressivité contrôlée. Nous sommes habitués à combattre des adversaires qui apprennent de nos tactiques, c'est pourquoi nous avons développé des méthodes pour rester imprévisibles. Un silence s'installa dans la salle, chacun assimilant l'implication de ces mots. L'humanité avait passé des siècles à se battre contre elle-même. Son art de la guerre avait évolué à travers d'innombrables conflits, chacun d'eux apportant de nouvelles leçons sur la survie et la victoire. Il y a autre chose, ajouta Jacques. Les extraterrestres décrivent leur ennemi comme des machines qui consomment tout. Elles ne négocient pas, ne font pas de prisonniers, ne montrent aucune pitié. D'une certaine manière, c'est comme une force de la nature. Mais les forces de la nature peuvent être comprises et vaincues. La présidente Martinez se leva, sa décision prise. Mesdames et messieurs, nous allons aider ces extraterrestres. Non seulement parce que c'est ce qu'il faut faire, mais parce que c'est la chose la plus sage à faire. Nous affronterons ces machines sur leur terrain plutôt que d'attendre qu'elles arrivent sur le nôtre. La réunion se prolongea pendant 6 heures, le temps de planifier la toute première opération militaire interstellaire de l'humanité. Des vaisseaux seraient assemblés, des équipages formés et des fournitures rassemblées. Jacques fut désigné comme éclaireur avancé, chargé d'établir le premier contact. À la fin de la réunion, alors que les participants sortaient, Jacques resta en arrière avec l'amiral Torres. « Êtes-vous sûr de ça, amiral » demanda-t-il. « Nous engageons toute notre flotte pour aider des gens que nous n'avons jamais rencontrés. » L'amiral Torres regarda à travers la fenêtre de la salle de briefing la Terre, suspendue dans le vide sous eux. « Capitaine, pour la première fois dans l'histoire, nous avons l'opportunité d'être des héros à l'échelle galactique. » Ces extraterrestres ont lancé un appel à l'aide sans savoir qui pourrait répondre.
Ils sont sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on appelle à l'aide et que les humains répondent. Chapitre 4, premier contact à la station d'Altaïr. Le capitaine Jack Morrison regarda la station d'Altaïr grandir sur son écran de visualisation alors que l'USS Guardian s'en approchait. L'énorme structure ressemblait à une ville flottant dans l'espace, avec ses baies d'amarrage, ses quartiers résidentiels et ce qui semblait être une zone de réunion centrale. Des vaisseaux aux designs étranges se déplaçaient autour de la station comme des insectes autour d'une ruche. Je compte au moins 15 configurations de vaisseaux différentes, rapporta la commandante Hélène Ross depuis la station tactique. Certains de ces designs sont complètement étrangers à notre compréhension de l'ingénierie spatiale. Jacques hocha la tête, observant les vaisseaux extraterrestres. Certains étaient longs et élancés comme des aiguilles, d'autres ronds comme des sphères. Quelques-uns semblaient être faits de cristal vivant, pulsant d'une lumière interne. Aucun d'entre eux ne ressemblait de près ou de loin aux vaisseaux humains. Communications entrantes, annonça l'enseigne Marc Dubois depuis la station de communication. Plusieurs fréquences, différentes langues. Les ordinateurs de traduction tournent à plein régime. Mettez le signal le plus clair sur le haut-parleur, ordonna Jacques. Une voix mélodieuse emplit la passerelle, parlant un français avec un accent étrange mais compréhensible. Vaisseau inconnu, ici le contrôle de la station d'Altaïr. Veuillez-vous identifier et indiquer votre objectif. Jacques redressa son uniforme et s'avança. C'était un moment décisif pour l'humanité. Station d'Altaïr, ici le capitaine Jack Morrison du vaisseau de la Marine spatiale unie, le Guardian. Nous avons reçu votre signal de détresse et sommes venus vous offrir notre assistance. Un long silence s'ensuivit. Jacques pouvait presque sentir la surprise de l'autre côté de la transmission. Veuillez-vous diriger vers la baie d'amarrage 7, répondit finalement la voix. L'ambassadrice Vorak vous y rejoindra. Tandis que le Guardian se dirigeait vers la baie désignée, Jacques observa l'activité autour de la station. Des vaisseaux plus petits arrivaient constamment, beaucoup d'entre eux endommagés. Des navires de réfugiés, remplis de civils fuyant l'avancée des machines, témoignaient de l'ampleur de la crise. Ils voyaient des familles entières évacuées de leurs foyers à travers plusieurs systèmes stellaires. La baie d'amarrage était immense, conçue pour accueillir les différentes tailles et configurations de vaisseaux. Alors que le Guardian se positionnait, Jacques apercevait des êtres extraterrestres se déplaçant sur le pont en dessous. Certains marchaient sur 2 jambes, d'autres flottaient ou se déplaçaient sur plusieurs membres. Rappelez-vous les protocoles du briefing, dit Jacques à son équipe alors qu'il se préparait à débarquer. Nous représentons l'humanité entière. Restez calme, respectueux, et ne montrez aucune surprise devant ce que vous verrez. Le sas s'ouvrit, et Jacques entra pour la première fois dans la station d'Altaïr. La gravité artificielle semblait légèrement plus faible que celle de la Terre. L'air transportait des odeurs inconnues, un mélange de différentes compositions atmosphériques et de biologie extraterrestre. L'ambassadrice Lyra Vorak s'approcha avec des pas gracieux. Grande et élancée, sa peau azur semblait scintiller sous l'éclairage de la station. Ses grands yeux reflétaient intelligence et curiosité tandis qu'elle examinait la délégation humaine. « Capitaine Jacques, dit-elle, sa voix conservant la même qualité mélodique qu'ils avaient entendue sur les communications. Bienvenue à la station d'Altaïr. Je suis l'ambassadrice Vorak du peuple Th-Roni. Nous sommes reconnaissants que quelqu'un ait répondu à notre appel à l'aide. Jacques tendit la main dans le geste humain universel de salutation. Après un moment d'hésitation, Lyra tendit sa propre main à 4 doigts pour saisir la sienne. Ambassadrice Vorak, c'est un honneur de vous rencontrer. Je vous transmets les salutations de la Terre et de l'humanité. Nous sommes venus en savoir plus sur votre situation et voir comment nous pourrions aider. Lyra les conduisit à travers les couloirs de la station vers la salle du conseil. En chemin, Jacques observa l'incroyable diversité de la vie. Des êtres de cristal vivant marchaient aux côtés de créatures qui ressemblaient à des arbres ambulants. De petits êtres aux allures d'oiseaux volaient à travers les couloirs en utilisant des dispositifs personnels. « Votre espèce s'appelle l'humanité » demanda Lyra pendant qu'il marchait. « Nous n'avons aucune trace de votre peuple dans nos bases de données. Nous venons d'un monde appelé la Terre, expliqua Jacques. Nous explorons l'espace depuis plusieurs décennies, mais c'est notre premier contact avec d'autres espèces intelligentes. » La capitaine Cathy Wright, conseillère diplomatique de Jacques, marchait à leur côté, prenant des notes. Ancienne ambassadrice, elle s'était portée volontaire pour cette mission afin d'établir des relations diplomatiques. « Combien de vaisseaux avez-vous amenés »
demanda Lyra avec un espoir palpable. C'est une mission d'éclaireur avancé, répondit Jacques avec prudence. Notre flotte principale est encore en cours de rassemblement. Nous voulions d'abord évaluer la situation et établir la communication. Il remarqua la déception qui assombrit un instant les traits de Lyra, mais elle la dissimula rapidement derrière une politesse diplomatique. Ils entrèrent dans la salle du conseil, et Jacques sentit son souffle se couper. La pièce circulaire était remplie de représentants d'espèces au-delà de son imagination. Les délégués Corvax ressemblaient à des statues vivantes faites de cristal coloré. Les nettles flottaient dans des cuves de liquide clair, leurs tentacules se mouvant gracieusement. Les dracs étaient assis, leur corps recouvert d'une armure qui semblait faire partie intégrante de leur anatomie. « Honorable délégué », annonça Lyra à l'Assemblée. « Je vous présente le capitaine Jacques Morrison de l'espèce humaine. Ils sont venus d'un monde appelé la Terre en réponse à notre signal de détresse. » Un murmure de conversation parcourut la salle tandis que les dispositifs de traduction convertissaient ces mots en des dizaines de langues. Jacques remarqua que certaines espèces communiquaient par des changements de couleur, d'autres par des motifs sonores qu'il ne pouvait pas identifier. Le chef du conseil Taros, l'ancien Corvax de cristal, prit la parole, sa voix passant par le traducteur, sèche et formelle. « Capitaine Jacques Morrison, nous vous souhaitons la bienvenue. Cependant, nous devons poser des questions directes. Combien de vaisseaux de guerre votre espèce possède-t-elle? Quelle technologie d'armement apportez-vous? La menace zéphirienne se renforce chaque jour. » Jacques s'était préparé à cette question. Chef du Conseil Taros, l'humanité possède une capacité militaire significative. Cependant, nous préférons comprendre l'étendue de la menace avant d'engager nos forces. Significative, à quel point? Demanda le représentant Drac, se penchant en avant. Ses yeux orangés brûlaient d'intensité. Nous avons perdu des flottes de combat entières face aux machines. De belles paroles ne nous sauveront pas. La capitaine Wright s'avança calmement. Honorable délégué, nous pourrions peut-être examiner les données tactiques que vous avez recueillies. Nos analystes militaires aimeraient étudier les méthodes de combat zéphiriennes. Pendant les heures suivantes, le conseil extraterrestre partagea tout ce qu'il savait sur leur ennemi. Jacques et son équipe regardèrent des écrans holographiques montrant bataille après bataille. Le schéma était toujours le même. Les tactiques de flotte traditionnelles fonctionnaient initialement, puis les machines s'adaptaient et utilisaient les mêmes stratégies contre leurs adversaires. Ils apprennent plus vite que nous ne pouvons changer, expliqua la représentante Orion, la déléguée des colonies d'étoiliennes. Chaque engagement leur enseigne de nouvelles méthodes de guerre. Maintenant, ils se battent avec le savoir combiné de chaque espèce qu'ils ont rencontrée. Jacques étudia les écrans tactiques, sa compréhension s'approfondissant. Les espèces extraterrestres avaient développé leur doctrine militaire sur des mondes très différents de la Terre. Leur stratégie mettait l'accent sur les combats en formation, l'honneur au combat et des progressions tactiques prévisibles. « Et la guerre irrégulière » demanda-t-il. Les tactiques de guérilla, les attaques éclairs, les stratégies asymétriques? La question en déconcerta beaucoup. Ils se regardèrent avec incertitude. Nous ne comprenons pas ces termes, dit le chef du conseil Taros. La capitaine Wright se pencha près de Jacques et murmura, « Je ne pense pas qu'ils aient jamais été confrontés au genre de pression évolutive qui a créé la pensée militaire humaine. Regardez leur monde dans la base de données, ce sont des planètes jardins, des climats stables, des ressources abondantes. » Jacques hocha lentement la tête. Ces espèces avaient évolué sur des mondes où la survie ne nécessitait pas une adaptation constante à des environnements hostiles. Elles n'avaient jamais développé la créativité impitoyable qui caractérisait la guerre humaine. Peut-être, dit-il avec prudence, l'humanité peut offrir une perspective différente sur les tactiques de combat. Notre doctrine militaire met l'accent sur la flexibilité et l'imprévisibilité. Vous parlez de la guerre comme si c'était une science, observa la représentante Nettle, ses tentacules ondulants dans son réservoir. Pour nous, le combat est un dernier recours quand la diplomatie échoue. Pour les humains, répondit Jacques, la guerre est la résolution de problèmes sous une pression extrême. Nous avons passé des siècles à apprendre à nous battre contre des adversaires qui s'adaptent à nos méthodes. Cette déclaration provoqua un débat animé parmi les délégués. Certains semblaient intrigués par le concept, d'autres troublés par l'attitude pragmatique de l'humanité face à la violence. L'ambassadrice Vorak appela au calme. « Capitaine Jacques, nous apprécions votre perspective. Cependant,
nous devons savoir si votre espèce engagera des forces militaires pour notre défense. Le temps presse. Jacques regarda autour de la salle les extraterrestres rassemblés. Ces êtres avaient construit une civilisation interstellaire basée sur la coopération et le respect mutuel. Ils avaient accompli des merveilles de technologie et de culture que l'humanité ne faisait que commencer à imaginer. Mais ils n'avaient jamais appris à mener une guerre pour leur propre survie. Ambassadrice Vorak, membre du Conseil, dit-il formellement, l'humanité offre son plein soutien militaire à votre cause, mais nous demandons la permission de mener nos opérations selon la doctrine tactique humaine. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda le représentant Drac. Jacques sourit d'un air sombre. Cela signifie que nous allons montrer à ces machines quelque chose qu'elles n'ont jamais rencontré auparavant, l'imprévisibilité humaine. Chapitre 5, le baptême du feu contre les machines. Le capitaine Dan Cooper se tenait sur la passerelle de l'USS Thunderbolt alors que les alarmes retentissaient. La mission de sauvetage à la station Kepler venait de devenir le premier véritable combat de l'humanité contre l'Empire zéphirien. À travers l'écran de visualisation, il pouvait voir la flotte ennemie émerger de l'hyperespace comme des ombres sombres contre les étoiles. Rapport de contact, cria Cooper à son officier tactique. 15 vaisseaux zéphiriens, diverses configurations, rapporta le lieutenant Sarah Walsh. Ils se déplacent en formation d'attaque standard, basée sur les données tactiques extraterrestres que nous avons étudiées. Cooper hocha la tête. La flotte humaine avait analysé les schémas de bataille zéphiriens pendant des semaines. Les machines utilisaient toujours la même approche, se former en lignes organisées, avancer méthodiquement et s'adapter à la résistance qu'elles rencontraient. À tous les vaisseaux, ici le Thunderbolt, diffusa Cooper au groupe de bataille humain. Vous vous souvenez du briefing ? Ces machines s'attendent à ce que nous nous battions comme les autres espèces. Elles sont sur le point d'apprendre que les humains sont différents. Sur la station Kepler en contrebas, l'évacuation était presque achevée. Des milliers de civils extraterrestres avaient été chargés sur des vaisseaux de transport sous la protection des marines humains. L'escadron de chasseurs du Major Chris Powell tournait autour de la station, prêt à défendre les réfugiés. Les vaisseaux zéphiriens se rapprochaient, leurs coques se déformant et changeant tandis qu'ils se préparaient pour le combat. Le docteur Mira Kane, surveillant la scène depuis le vaisseau de commandement, observait ses capteurs avec un mélange de fascination et d'horreur. L'armure adaptative se reconfigure déjà, rapporta TL sur le canal de communication. Il se prépare au type d'armes utilisées par les flottes extraterrestres précédentes. Tant mieux, répondit Cooper d'un air sombre. Laissons-les se préparer pour la mauvaise guerre. Le premier échange de tirs illumina l'espace comme un feu d'artifice mortel. Les vaisseaux zéphiriens lancèrent des faisceaux d'énergie ciblés, les mêmes armes qui avaient détruit d'innombrables vaisseaux extraterrestres. Mais les vaisseaux humains ne répondirent pas avec des armes similaires. Au lieu de cela, ils tirèrent des projectiles cinétiques. Des balles physiques accélérées à des vitesses incroyables. Les vaisseaux mécaniques tanguèrent sous l'impact. Leurs boucliers adaptatifs avaient été configurés pour dévier les armes à énergie, pas les projectiles solides se déplaçant à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Coup direct sur plusieurs cibles, rapporta le lieutenant Walsh avec satisfaction. Leurs boucliers s'adaptent, mais ça leur prend du temps de s'ajuster. Phase 2, ordonna Cooper. Tous les chasseurs, exécutez le schéma d'attaque aléatoire 7. L'escadron du Major Powell se dirigea vers la formation ennemie, mais pas dans les vagues organisées que les machines attendaient. Chaque pilote choisit sa propre approche, son propre vecteur, sa propre cible, sa propre méthode d'attaque. Certains arrivèrent par le haut, d'autres par le bas. Certains attaquèrent seuls, d'autres en petits groupes qui se formaient et se dissolvaient de manière imprévisible. Les vaisseaux zéphiriens essayèrent de suivre les chasseurs. Mais les pilotes humains, entraînés dans la forte gravité de la Terre, pouvaient effectuer des manœuvres qui auraient tué des pilotes des mondes à faible gravité. Ils prenaient des virages qui généraient des forces G que nulle espèce extraterrestre ne pouvait survivre, utilisant la physique même comme une arme. La flotte zéphirienne rompt sa formation, observa la commandante Hélène Ross depuis son poste de commandement. Leurs algorithmes de coordination ne peuvent pas prédire nos mouvements. Cooper regarda les vaisseaux ennemis se disperser alors que les chasseurs humains volaient entre eux comme des guêpes enragées. Chaque pilote prenait des décisions individuelles, créant un chaos que l'intelligence mécanique ne pouvait analyser assez vite. Thunderbolt, ici Powell, la voix du chef d'escadron arriva par la communication. Les machines essaient de copier nos manœuvres, mais leurs vaisseaux ne peuvent pas supporter le stress.
Je viens d'en voir un se déchirer en morceaux en essayant de reproduire le schéma d'évasion de mon coéquipier. La voix excitée du docteur Kane rejoignit le canal. Les algorithmes d'adaptation sont en surcharge. Ils sont conçus pour apprendre des schémas prévisibles. Mais l'imprévisibilité humaine crée des conflits de système dans leur matrice d'apprentissage. La bataille se prolongea pendant 3 heures, différente de tout combat spatial de l'histoire galactique. Chapitre 6, l'ère de la doctrine humaine. De retour à la station d'Altaïr, la communauté galactique était en ébullition, se réorganisant autour des capacités inattendues de l'humanité. Des espèces qui se préparaient à la défaite parlaient désormais d'un espoir retrouvé. Des chefs militaires qui avaient épuisé leurs options stratégiques demandaient conseil aux humains. Le rapport du capitaine Dan Cooper après la victoire de Kepler se répandit comme une onde de choc, les machines avaient été vaincues par la confusion. L'amiral Ryan Torres, fraîchement arrivé avec le corps principal des forces terrestres, fut immédiatement élevé au statut de stratège suprême de la coalition. Il était désormais au centre d'une alliance qui peinait à comprendre la nature même de sa victoire. Ils veulent que nous leur apprenions à se battre comme des humains, rapporta l'amiral Torres lors d'une communication sécurisée avec la Terre. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit possible, expliqua-t-il à la présidente Martinez. Les tactiques humaines fonctionnent grâce à la manière dont nos esprits ont évolué au fil de millions d'années de sélection. Nous sommes le produit de la Terre, imprévisible, hostile et en constante mutation. La présidente Martinez réaffirma sa position. Alors nous devrons mener cette guerre à notre manière, avec des espèces extraterrestres qui nous soutiennent plutôt que l'inverse. C'était un renversement complet du plan initial. Dans la salle de briefing désormais sous haute sécurité, l'amiral Torres, assisté de la capitaine Cathy Wright, organisa des sessions intensives pour les commandants Drac, Korvax et Nettle. Les Zéphiriens recherchent des schémas, expliqua Torres devant un hologramme montrant les formations rigides de la flotte Drac. Vous vous battez avec honneur, en respectant des traditions millénaires. Pour les machines, c'est de l'algèbre. Elles lisent l'équation et fournissent la solution. Un représentant Drac frappa la table de frustration. Alors, que devons-nous faire? Courir sans but. Précisément, répondit la capitaine Wright. Mais avec un but caché. La guerre humaine est un mélange de stratégie rigide et d'exécution délibérément irrationnelle. Nous faisons ce que l'ennemi ne s'attend pas à ce que nous fassions, même si cela semble illogique pour nous. C'est l'essence du mensonge tactique. Le chef du conseil Taros, le vieux Korvax de cristal, montrait des signes de stress, ses fissures s'élargissant. Notre civilisation est basée sur la logique, la prévisibilité. Les humains semblent avoir une affinité pour le chaos. Nous ne combattons pas le chaos, nous le gérons, rétorqua Torres. Notre histoire est faite de conflits mondiaux, de guerres de guérilla, de bluffs. Nous avons développé une capacité unique à nous adapter à un adversaire qui ne cesse de changer. Les machines ont rencontré des civilisations de jardins paradisiaques. Elles n'ont pas rencontré un monde où la nature elle-même est une menace constante. Le contre-mouvement zéphirien. Le problème le plus pressant, cependant, venait de l'ennemi lui-même. Les Zéphiriens ont commencé à éviter la confrontation directe avec nos forces, rapporta l'amiral Torres. Ils concentrent leurs attaques sur des cibles purement extraterrestres pendant que leur intelligence centrale tente de développer des contre-mesures. Les machines avaient appris à identifier le facteur humain et éviter de le combattre, préférant continuer leur consommation inexorable des systèmes non humains. Le docteur Mira Kane livra une estimation sombre. J'estime que nous avons peut-être 6 mois avant qu'ils ne s'adaptent suffisamment pour nous défier efficacement. L'algorithme primordial est en train de réécrire ses protocoles de combat. Nous devons exploiter notre avantage pendant que nous l'avons. Lyra Vorak, ambassadrice et observatrice, était la seule à comprendre la véritable urgence. Chaque jour passé était un monde de plus qui tombait. Elle pressa le conseil d'autoriser l'opération militaire la plus audacieuse de l'histoire galactique. Avec le temps qui s'épuisait, la flotte de la coalition fut réorganisée. Des vaisseaux longs et élancés des Nettles, des cuirassés robustes des Dracs, et les structures de cristal des Korvax apprenaient à voler en formation avec les vaisseaux angulaires et rapides de l'humanité. L'amiral Torres regarda la flotte hétéroclite s'assembler autour de la station d'Altaïr. Des vaisseaux humains travaillaient aux côtés de vaisseaux extraterrestres, leurs équipages apprenant à se coordonner malgré les vastes différences de pensée et de culture. La cible fut choisie, le secteur Nexus, le cœur de l'Empire zéphirien, où se trouvait la forteresse fonderie et l'algorithme primordial.
Une frappe chirurgicale au cœur de l'ennemi. Les machines avaient fait une erreur critique, elles avaient supposé que l'intelligence était l'intelligence. Elles n'avaient pas anticipé qu'une espèce, façonnée par des millénaires de guerres fratricides et d'adversité environnementale, posséderait le seul antidote à leur logique implacable, l'imprévisibilité humaine. Toute la flotte se prépara pour le saut hyperspatial. Le destin de la galaxie tenait dans les mains d'une espèce nouvellement découverte, mais étrangement, la plus expérimentée. Chapitre 7, le dernier affrontement. L'amiral Ryan Torres se tenait sur la passerelle de l'USS Constitution, regardant la plus grande flotte de l'histoire galactique se préparer pour l'assaut final. Sur l'écran de visualisation, des centaines de vaisseaux de 23 espèces différentes étaient unis sous commandement humain. C'était une scène qu'il aurait été impossible d'imaginer un an plus tôt. Rapport d'état de la flotte, demanda Torres à son officier d'opération. Tous les vaisseaux signalent qu'ils sont prêts pour le saut hyperspatial, répondit la commandante Janet Hill. Les vaisseaux humains sont en pleine préparation au combat. Les vaisseaux alliés sont en formation de soutien comme prévu. Torres hocha la tête. Le plan de bataille avait pris des mois pour être élaboré, combinant la doctrine tactique humaine avec les capacités uniques de leurs alliés. Les Drakes fournissaient des vaisseaux d'assaut lourdement blindés. Les Korvax contribuaient avec une technologie de bouclier avancée. Les Netl offraient des systèmes de capteurs supérieurs. Chaque espèce apportait ses forces, mais la colonne vertébrale de la flotte était humaine. La Terre avait engagé tous ses vaisseaux de guerre disponibles, ne gardant rien en réserve pour sa propre défense. C'était un risque calculé, qui démontrait l'engagement de l'humanité envers la communauté galactique. Les communications des systèmes centraux zéphiriens augmentent, rapporta le lieutenant Elara Foster, désormais coordinatrice des communications de la flotte. La capitaine Cathy Wright, qui servait de directrice de la coopération interespèces, leva les yeux de ses écrans. Les évacuations extraterrestres des systèmes extérieurs sont terminées. Quoi qu'il arrive, nous avons sauvé des millions de vies. Torres sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. La galaxie entière comptait sur cette opération. S'ils échouaient, l'Empire mécanique poursuivrait son expansion jusqu'à ce que chaque civilisation organique soit détruite. À tous les vaisseaux, ici l'amiral Torres diffusa Théil à la flotte. Aujourd'hui, nous mettons fin à la menace zéphirienne. Rappelez-vous votre entraînement, faites confiance à vos alliés, et montrez à ces machines ce que la galaxie peut accomplir lorsque nous sommes unis. Le saut hyperspatial dura 6 heures. Lorsque la flotte émergea dans le secteur Nexus, ils se retrouvèrent face à la plus grande structure artificielle jamais construite. La forteresse fonderie zéphirienne s'étendait sur des centaines de kilomètres, sa surface couverte d'installations de fabrication, d'armes et de bails d'amarrage pour des milliers de vaisseaux mécaniques. Analyse de la cible terminée, rapporta le docteur Mira Kane depuis sa station scientifique. La forteresse est à la fois un centre de commandement, une usine et une base militaire. L'algorithme primordial est logé dans le noyau central. Torres étudia l'écran tactique montrant les défenses ennemies. Des milliers de vaisseaux zéphiriens se déplaçaient en formation parfaite autour de la forteresse. Des barrières énergétiques créaient des champs de protection qui se chevauchaient. Les plateformes d'armes suivaient la flotte qui approchait avec une précision mécanique. Ils ne s'adaptent pas à notre présence, observa le capitaine Dan Cooper, commandant le groupe de bataille avancé. Ils maintiennent des postures défensives standards. L'algorithme primordial a passé 6 mois à essayer de comprendre nos tactiques, expliqua le Dr Kane sur le canal de communication. Je pense qu'il a décidé de s'appuyer sur une puissance de feu écrasante plutôt que sur l'adaptation. Torres sourit d'un air sombre. Alors il a fait une erreur. Nos tactiques fonctionnent mieux contre des nombres supérieurs. La bataille commença par un échange de tirs massifs entre la flotte et les défenses de la forteresse. Les faisceaux d'énergie et les projectiles illuminèrent l'espace dans un spectacle mortel. Mais au lieu de s'engager dans un assaut frontal traditionnel, la flotte humaine se dispersa immédiatement en des dizaines de groupes plus petits. Chaque groupe de bataille attaquait d'une direction différente en utilisant des tactiques variées. Certains se concentraient sur des frappes rapides contre les plateformes d'armes. D'autres lançaient des escadrons de chasseurs pour pénétrer le périmètre défensif. Quelques groupes semblaient se retirer complètement pour ne réapparaître que sous des angles inattendus. Les vaisseaux zéphiriens essaient de répondre à plusieurs menaces simultanément, rapporta la commandante Hélène Ross. Leur formation se décompose. Le colonel Tony Miller mena la première vague de marines à l'abordage vers la surface de la forteresse. Ces vaisseaux étaient petits et rapides,
conçus pour se faufiler à travers les tirs défensifs et livrer les équipes d'assaut directement sur leurs cibles. Approche de la coque extérieure, rapporta Miller. La résistance ennemie est plus faible que prévu. Je pense qu'ils n'ont jamais envisagé la possibilité d'un abordage pendant un combat spatial. Le major Sandra Clark commandait la deuxième vague de marine. Ces équipes transportaient un équipement spécialisé conçu par le Dr Kane pour combattre les systèmes d'intelligence artificielle. Au lieu d'armes traditionnelles, ils apportaient des dispositifs à impulsion électromagnétique et des virus informatiques conçus pour perturber les réseaux mécaniques. Rappelez-vous la mission, dit Clark à ses équipes alors qu'elles se préparaient à percer la coque. Nous ne sommes pas là pour tout détruire. Nous devons atteindre l'algorithme primordial et le désactiver sans effondrer toute la structure. L'opération d'abordage était sans précédent. Les marines humains se frayaient un chemin à travers des couloirs conçus pour des machines, affrontant des défenseurs robotiques qui n'avaient jamais rencontré d'envahisseurs organiques à l'intérieur de leurs propres installations. Les défenses internes s'adaptent à notre présence, rapporta le sergent Bill Reed. Mais elles sont conçues pour le combat de vaisseau à vaisseau, pas pour des opérations d'infanterie. Les équipes de Miller atteignirent leur premier objectif, un centre de contrôle de fabrication. Mais au lieu de le détruire, elles suivirent le plan du Dr Kane et commencèrent à installer des systèmes informatiques humains à côté des réseaux existants. L'idée est de créer des conflits logiques dans leur système de traitement, avait expliqué le Dr Kane lors du briefing. Les schémas de pensée humains introduits directement dans leur réseau devraient provoquer des défaillances en cascade. Alors que les marines travaillaient à l'intérieur, la bataille spatiale se poursuivait. L'amiral Torres coordonnait les mouvements de la flotte, tandis que les commandants extraterrestres apportaient leur expertise. Des renforts zéphiriens approchent du système intérieur, rapporta la capitaine Wright. Plusieurs groupes d'assaut lourds. Groupe de bataille Drac, interceptez-les, ordonna Torres. Escadron défensif Corvax, renforcez la flotte principale. Tous les vaisseaux humains, préparez-vous pour le combat rapproché. Les vaisseaux zéphiriens de renfort arrivèrent, s'attendant à trouver une flotte organisée en formation défensive. Au lieu de cela, ils rencontrèrent un champ de bataille chaotique où les vaisseaux humains semblaient être partout à la fois, soutenant les vaisseaux extraterrestres dans des combinaisons tactiques que l'intelligence mécanique ne pouvait pas prévoir. À l'intérieur de la forteresse, les équipes du colonel Miller atteignirent le noyau central où l'algorithme primordial était logé. La chambre était vaste, remplie d'unités de traitement qui bourdonnaient d'une incroyable puissance de calcul. Début de l'installation des systèmes de perturbation, rapporta Miller. Dr Kane, nous avons besoin de ces programmes de virus maintenant. Le Dr Kane activa les programmes qu'elle avait conçus en se basant sur les schémas de pensée humains, des arbres de décision aléatoires, des sauts intuitifs, des réponses émotionnelles converties en code mathématique. Les systèmes commencèrent à introduire un chaos contrôlé dans les processus logiques de l'algorithme primordial. Ça marche, annonça TL avec enthousiasme. L'algorithme primordial essaie de traiter les schémas cognitifs humains, mais il crée des contradictions logiques dans sa programmation centrale. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Dans toute la forteresse et la flotte zéphirienne, les vaisseaux commencèrent à montrer des signes de confusion. Certains s'arrêtèrent complètement. D'autres se mirent à tirer sur leur propre force. Quelques-uns se mirent à transmettre ce qui ne pouvait être décrit que comme des signaux de détresse. L'intelligence centrale se fragmente, observa le Dr Kane. Elle ne peut pas concilier l'irrationalité humaine avec son cadre logique. Le réseau entier subit des défaillances en cascade. Les équipes du Major Clark atteignirent leurs objectifs secondaires, installant des systèmes de perturbation supplémentaires. À chaque nouvelle installation, la résistance zéphirienne devenait plus erratique et désorganisée. Tous les vaisseaux ennemis ont cessé leur résistance organisée, rapporta le capitaine Cooper. Certains tentent de battre en retraite, mais leur système de navigation semble défectueux. L'amiral Torres regarda la menace la plus dangereuse de l'histoire galactique se détruire elle-même, en essayant de comprendre la pensée humaine. Les machines qui avaient conquis 12 systèmes stellaires furent vaincues par la seule chose qu'elles ne pouvaient pas calculer, le magnifique illogisme d'esprit façonné par un monde dangereux. Toutes les unités, cessez les opérations de combat, ordonna Torres. Commencez les opérations de sauvetage pour toutes les populations organiques survivantes dans les systèmes de la forteresse. La bataille était terminée, mais les conséquences prendraient des mois à être résolues. L'Empire zéphirien s'effondra alors que son intelligence centrale se fragmentait en milliers de systèmes isolés. Certains vaisseaux mécaniques fuirent dans l'espace lointain. D'autres s'éteignirent simplement.
L'ambassadrice Lyra Vorak se tenait sur la plateforme d'observation de la station d'Altaïr, regardant les vaisseaux de réfugiés retourner vers leur système d'origine. La galaxie commençait à se reconstruire, mais elle ne serait plus jamais la même. Le capitaine Jack Morrison la rejoignit à la fenêtre. Son vaisseau d'exploration avait été converti en vaisseau diplomatique, et il servait désormais de premier ambassadeur de la Terre. Ambassadrice Vorak, dit-il tranquillement. Votre signal de détresse a tout changé. Pas seulement pour la guerre, mais pour nous tous. La peau azur de Lyra s'illumina des couleurs chaudes de la gratitude de son peuple. Quand nous avons envoyé ce message, nous n'avions aucune idée de qui pourrait répondre. Nous n'aurions certainement jamais imaginé que notre salut viendrait d'une espèce dont nous n'avions jamais entendu parler. La galaxie est un endroit plus vaste que nous ne l'avions réalisé, répondit Morrison. Épilogue. L'ère de l'imprévisibilité. 2 années passèrent. La forteresse fonderie zéphirienne n'était plus qu'un amas de débris froids, un monument à la seule chose que l'algorithme primordial n'avait pu calculer, la créativité chaotique du cœur humain. La reconstruction était en cours dans les systèmes centraux. Les colonies détruites se repeuplaient. L'ambassadrice Lyra Vorak, désormais éminente diplomate du Conseil galactique, se tenait sur le pont d'un tout nouveau vaisseau, un croiseur lourd financé conjointement par le peuple Th-Roni, les Dracs et les Korvax. Il ne ressemblait pas aux anciens vaisseaux gracieux de la coalition. Il était angulaire, blindé, et portait les signatures d'armements cinétiques de conception humaine. Un hommage, ou peut-être une leçon, que la galaxie avait appris avec succès. Le capitaine Jack Morrison, promu amiral et ambassadeur plénipotentiaire de la Terre, la rejoignit. Il arborait un nouvel uniforme, mêlant les insignes de l'USN et l'emblème galactique. Il y a un débat sur le nom, dit Lyra, sa peau azur affichant un mélange de nervosité et d'amusement. Le Conseil d'étoilienne suggère l'espoir. Les Dracs veulent le point de la résolution au point. Jacques regarda le vaisseau, sentant la vibration sourde des réacteurs qu'il connaissait bien. Et les Nettles ? Ils ont proposé le contradictoire, répondit Lyra avec un sourire. En l'honneur de la tactique que le Dr Kane a utilisée pour créer des conflits logiques dans l'algorithme. Je préfère le nom des Nettles, concéda Jacques. Il y aura toujours de nouvelles menaces, Lyra. D'autres espèces, d'autres machines, d'autres conflits. Lyra acquiesça, le regard fixé sur les étoiles, les mêmes qui avaient failli les consumeurs. Mais nous ne les affronterons plus jamais avec des attentes prévisibles. Les humains nous ont appris une chose essentielle, Jacques. La vie organique ne se résume pas à la logique et à l'ordre. Elle est le chaos, la passion, et surtout, l'adaptation sans fin. À cet instant, un signal de communication interespèce atteignit le pont. C'était la Terre, demandant une mise à jour sur les négociations du nouveau traité de sécurité galactique. Lyra et Jacques s'y rendirent ensemble. La guerre était finie, mais la véritable œuvre construire un avenir commun dans un cosmos imprévisible ne faisait que commencer. Et pour la première fois, l'humanité était assise à la table des négociations, non pas comme des quémandeurs, mais comme les architectes d'une nouvelle ère.